l'Afrique n'a que ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle a les matières premières agricoles et les matières premières minérales. Donc, on ne va pas inventer ça. Et forcément, la Chine a beaucoup plus. Donc, effectivement, au niveau du PIB, l'écart se voit forcément. Mais dans la réalité, non. C'est-à-dire que les rapports sont plutôt équilibrés. Il y a la plupart des produits agricoles, parce que l'Afrique ne produit pas grand-chose, la plupart des produits agricoles, par exemple, qui sont exportés vers la Chine, sont quasiment ou très peu taxés, par exemple, en termes de droits de douane, pour revenir au débat. Je pense que la Chine, en fait, a même supprimé tous les droits de douane pour 53 pays africains. C'était voilà. pendant la dernière FOCAC. Exactement. Bonjour et bienvenue dans Chine-Afrique. L'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourtant le continent fait partie des territoires dans le monde le plus touchés par les conséquences du changement climatique. Inondations, sécheresse, insécurité alimentaire et désertification. Quel rôle donc pourrait jouer la coopération sino-africaine pour atténuer ces risques? Pour en décrypter, je suis ravie de recevoir sur le plateau Serge-Éric Meignet. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Vous êtes fondateur de Grassfield Ventures, cabinet de conseil, consultante et essayiste. Exactement, c'est ça. Alors, quel état dressez-vous aujourd'hui de la situation climatique en Afrique? Sommes-nous dans un état d'urgence? Faut-il s'inquiéter? Oui, déjà, merci de nouveau pour l'invitation. Nous sommes en effet, les deux points sont intéressants parce qu'on est dans une situation d'urgence et il faut s'en inquiéter parce que le changement climatique, c'est un élément qu'on ne contrôle pas. Même si au départ, les scientifiques estiment qu'on aurait pu les contrôler avec effectivement l'atténuation des gaz à effet de serre, mais bon, maintenant il est trop tard, le problème est là et il faut agir. Et donc il y a urgence parce que effectivement l'Afrique subit déjà les catastrophes naturelles, des pluies diluviennes récurrentes, des périodes de sécheresse assez longues également. Donc les agriculteurs africains qui représentent la moitié de la force de travail du continent sont directement impactés parce que soit ils n'ont plus d'eau, ou alors le soleil brûle tout. Donc c'est une vraie difficulté. Et au-delà de ça, il y a des tensions d'ordre sécuritaire qui naissent. Il y a la région du Sahel qui est quasiment pour moi en train de disparaître, effectivement, où l'État est très peu présent et ce sont les djihadistes et des mouvements criminels qui prennent le dessus. Parce que eux, contrairement à certains dirigeants africains, ils ont compris l'intérêt effectivement de prendre le contrôle des ressources. Donc, vous allez dire les terroristes? Les terroristes, oui. D'accord. Donc ils ont une stratégie assez claire. Il faut être l'arbitre effectivement pour l'accès aux ressources, notamment de l'eau, parce que c'est des régions où il y a beaucoup d'éleveurs. Donc pour les pâturages, etc., ils ont besoin de se déplacer pour trouver de l'eau. Et les djihadistes savent où se trouve l'eau. C'est eux qui règlent les conflits justement qui opposent les agriculteurs et les éleveurs. Donc le problème est important. C'est d'autant plus important que les phénomènes s'intensifient et l'Afrique n'a pas de moyens, ne dispose pas de moyens pour faire face à ça. C'est-à-dire que ça demande des moyens financiers très importants. Parce qu'il faut investir dans les infrastructures, c'est-à-dire que les systèmes d'irrigation pour les cultures, mais aussi pour l'alimentation, comment les gens trouvent de l'eau pour se laver, pour boire, pour faire à manger. À côté aussi, il y a des infrastructures de transport, c'est-à-dire qu'il faut des routes pour pouvoir se déplacer, il faut des habitats solides qui résistent au vent très fort, aux inondations et des buses, par exemple, pour canaliser l'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas des inondations dans certaines régions. Donc en réalité, c'est un double problème, c'est-à-dire que la catastrophe est là. Il y a la question d'infrastructure, donc industrialisation aussi, mais en même temps, il faut aussi gérer ces enjeux climatiques. Oui, parce que pour moi, le problème de l'Afrique, ce n'est pas vraiment le changement climatique.
parce que le changement climatique touche le monde entier, en réalité. Mais le monde entier ne subit pas le changement climatique de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en Asie, en Europe, en Amérique, il y a des infrastructures qui permettent aux gens de vivre. Parce que le but principal, et ça je déplore qu'on ne souligne pas souvent ça assez, c'est-à-dire que la première question concernant le changement climatique, c'est est-ce que les populations sont protégées? Le changement climatique, on s'en fout. C'est-à-dire que les pluies diluviennes, les sécheresses ont toujours existé. Ce n'est pas une nouveauté. Certes, maintenant, elles sont un peu plus régulières et parfois un peu plus intenses, mais c'est un phénomène qui existe avec l'existence du monde. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a des régions qui ne sont pas préparées pour pouvoir protéger leur population, contrairement à d'autres. Pour moi, c'est le vrai sujet. Et c'est là où intervient le problème de l'investissement. Comment les pays vont s'armer pour pouvoir résister au choc du changement climatique, tout simplement. Quand on parle des investissements, évidemment, la Chine, c'est le premier partenaire économique pour la plupart des pays africains. Tout à fait. Quel rôle donc jouent ces investissements chinois dans le développement économique et aussi durable de l'Afrique? Donc, moi, je mets les deux en même temps. C'est-à-dire que le développement économique participe aussi de la durabilité. C'est-à-dire que la Chine, par exemple, intervient énormément depuis les années 2000 dans la construction des infrastructures et sous diverses formes, en fait, hein, que ce soit les infrastructures de transport, parce qu'il faut que les gens se déplacent en toute sécurité, parce qu'on a constaté aussi que la mauvaise qualité des routes et le mauvais niveau des équipements de déplacement sont aussi un facteur accidentogène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents, des gens qui meurent dans les transports, etc., parce que les routes ne sont pas bonnes, les véhicules ne sont pas adaptés. L'Afrique, l'Asie, la Chine en particulier investit là-dessus. L'autre partie, c'est sur l'irrigation. Il y a beaucoup de systèmes d'irrigation qui ont été déployés en fait en Afrique par la Chine pour les cultures, mais aussi pour les habitats. Je prends l'exemple du Malawi et du Zimbabwe où effectivement il y a de l'eau, effectivement, pas destinée à l'agriculture, mais plutôt pour sortir du robinet. Je parle comme ça beaucoup plus simplement. À côté de ça, il y a besoin aussi d'électrifier les pays. L'Afrique est sous-électrifiée, il n'y a pas assez d'énergie électrique, la couverture reste très faible, principalement en Afrique subsaharienne. Et là aussi, il y a plusieurs projets, notamment en Afrique de l'Est et l'Afrique australe, où effectivement on trouve beaucoup de projets dans ce sens. Je pense notamment à la Zambie. Donc c'est toutes ces initiatives qui permettent effectivement de mitiger le risque tout en se développant. La Chine aussi a la particularité d'intervenir dans la construction des infrastructures, que ce soit des habitations, que ce soit des routes. C'est une façon en même temps de lutter contre le changement climatique et de se développer, parce qu'à travers les routes, les gens peuvent transporter leurs marchandises, peuvent se déplacer, etc. Ça contribue d'une manière ou une autre à dynamiser le tissu économique, social, parce qu'il y a aussi une espèce de consommation et des commerçants qui arrivent à gagner leur vie par ce moyen. Donc effectivement, l'Afrique aujourd'hui a besoin des partenariats dynamiques. Et la dynamique actuellement, il faut le reconnaître, c'est du côté de la Chine, parce qu'elle a un savoir-faire qui est maintenant démontré, elle a les moyens financiers pour soutenir les projets dans lesquels elle s'engage. À côté de ça, il y a aussi il y a un bénéfice intellectuel et organisationnel, parce que je pense que sa vision de la gouvernance me paraît beaucoup plus efficace. Elle met en place des procédures de contrôle qui sont des mécanismes de gouvernance assez précis et performants, où effectivement on ne rencontre pas les mêmes problèmes qu'on rencontre dans d'autres secteurs d'activité, les phénomènes récurrents des chantiers qui ne sont pas achevés, ou lorsqu'ils sont achevés, ils sont très mal faits, ou alors ils ne répondent pas à un besoin réel, ou encore derrière, il y a des fonds qui sont détournés et la gestion tourne à la catastrophe. Donc c'est ça. Et je rajoute souvent la partie effectivement institutionnelle dans les relations entre la Chine et l'Afrique, parce que je pense que l'Afrique a aussi besoin de discipline et de sérieux. Parce que l'argent, ça appartient à quelqu'un et il est dépensé pour un but bien précis. Et on voit effectivement la différence entre les projets
soutenus par la Chine et les projets soutenus par d'autres pays. Le comportement n'est toujours pas le même. Tout est très clair dès le début, les chantiers avancent vite, on voit quelque chose physiquement implanté et on voit concrètement l'apport en fait localement. Je parle toujours des téléphones mobiles en Afrique. Tout le monde a au moins un téléphone mobile en Afrique. Mais la révolution, parce que tout le monde parle de la révolution du téléphone en Afrique, etc., elle n'aurait jamais eu lieu sans la Chine. C'est-à-dire que c'est la Chine qui a apporté l'infrastructure pour le téléphone. Si l'Afrique est aussi bien couverte en 4G, etc., parfois même certains pays devant des pays européens, c'est grâce à la Chine. Et si les téléphones performants sont aussi accessibles à une majorité de la population qui demeure principalement pauvre, c'est tout simplement parce que la Chine a su adapter des produits de qualité qui répondaient au marché localement avec un prix moins important que ce qu'ils auraient payé ailleurs. Moi, je prends toujours l'exemple de l'iPhone sans la pomme. C'est-à-dire que pour 10 fois moins cher, on trouve un téléphone aussi performant qu'un Apple, par exemple. Et aujourd'hui, la Chine, c'est quand même le premier pays à découvrir ou à inventer de nouvelles technologies, notamment pour lutter contre les conséquences du changement climatique, par exemple dans l'espace. Je crois qu'il y a aussi des coopérations spatiales qui sont en cours, ou qui sont envisagées entre la Chine et certains pays africains. Oui, parce qu'il y a besoin de systèmes de prévention des risques. Et ça passe aussi par les données satellitaires. Et effectivement, très peu de pays ont accès aussi facilement à ces données. Et la plupart des pays les reçoivent d'ailleurs, en particulier des pays comme la Chine, parce qu'il faut pouvoir avoir une vision météorologique beaucoup plus précise pour anticiper les événements catastrophiques. Donc ça, c'est central en fait, parce que le problème de la prévision est défaillant en Afrique du fait que dans d'autres pays, on prévient plusieurs jours à l'avance les populations de ce qui va arriver. Donc les gens ont le temps de s'organiser et les gouvernements, les États derrière aussi, et d'organiser les secours, la situation d'urgence, etc. En Afrique, les gens n'ont pas forcément cette notion, c'est-à-dire qu'ils découvrent brusquement le phénomène dès qu'il se produit. Donc dans ce sens aussi, c'est vachement important. Et au-delà de ça, quand on revient sur Terre, il y a aussi tous les systèmes qui permettent effectivement d'utiliser l'énergie, cette énergie invisible, le vent, le soleil, etc., pour la transformer en une énergie utile. Je pense aux panneaux solaires, par exemple, où la capacité de l'Afrique, qui reste encore très faible, ne cesse de s'étendre. Et 90% de ce qui a été plus de 90% de ce qui a été installé en Afrique aujourd'hui encore est du fait de la Chine, principalement en Afrique du Sud. Il y a l'Égypte qui monte un petit peu aussi en termes de quantité de panneaux solaires. Donc il y a tout ça, effectivement, pour lequel on peut se dire l'Afrique a tout intérêt. Enfin, moi, j'ai la conviction que, déjà parce que le monde occidental se montre moins dynamique, il est confronté à énormément de problèmes et il a très peu de ressources pour répondre de façon précise aux difficultés. C'est justement ça que je voulais parler. C'est pourquoi, alors, quand on parle de la Chine, dans les pays occidentaux, on a plutôt une vision méprisante. On parle des relations asymétriques, on parle d'une Chine qui profite de l'Afrique et en fait qui utilise l'Afrique pour ses propres moyens. Du côté géopolitique, je pense que chaque pays cherche, n'est-ce pas, dans les relations à remplir d'abord leurs propres moyens. Donc, quelle est votre vision sur ces coopérations sino-africaines? Il y a déjà, pour tout ce qui est raconté depuis que la Chine a émergé, il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de mensonges en réalité, et beaucoup de jalousie aussi, ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que dans certains milieux, on a encore du mal à accepter le déclassement, à voir d'autres prospérer aussi facilement. Et c'est d'autant plus frustrant que la Chine aussi a beaucoup prospéré sur les erreurs des autres. Donc ça passe très mal. Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai été plusieurs fois en Afrique, j'ai fait plusieurs pays. Moi, je n'ai pas rencontré tout le portrait apocalyptique qu'on décrit
concernant les relations entre la Chine et l'Afrique. Non. J'ai pris l'exemple de la téléphonie tout à l'heure, c'est-à-dire que ces changements n'auraient pas été possibles sans la Chine. Et derrière ces changements, beaucoup d'opérateurs européens et américains ont pu construire derrière des infrastructures, parce que des entreprises ont pu faire des offres de téléphone en utilisant les systèmes qui avaient été mis en place par la Chine, etc. Elles ont pu croître dans ce sens. Donc la Chine, en fait, finalement, ne bénéficierait pas uniquement les avantages de la Chine ne bénéficieraient pas qu'à l'Afrique et qu'à la Chine. C'est-à-dire que d'autres destinations profitent aussi bien de cela. Non, non, ce n'est pas du tout vrai. Le problème de l'Afrique, c'est que puisqu'elle a toujours eu cette réputation de mauvaise gouvernance, et finalement qu'on la voit un peu comme un enfant, on estime forcément que si les autres ont eu une attitude assez infantilisante, ont profité de la naïveté des Africains, la Chine ferait forcément pareil, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que l'écart entre les échanges entre la Chine et l'Afrique reste très faible. Bon, au niveau du PIB, c'est un peu plus important parce que forcément la Chine produit énormément, l'Afrique très peu. C'est-à-dire qu'après aussi, il y a une réalité de marché, hein. La Chine ne va pas produire et donner à l'Afrique juste pour mettre l'étiquette Afrique pour relever la part des importations de l'Afrique. Non, c'est-à-dire que l'Afrique n'a que ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a les matières premières agricoles et les matières premières minérales. Donc, on ne va pas inventer ça. Et forcément, la Chine a beaucoup plus. Donc, effectivement, au niveau du PIB, l'écart se voit forcément. Mais dans la réalité, non. C'est-à-dire que les rapports sont plutôt équilibrés. Il y a la plupart des produits agricoles, parce que l'Afrique ne produit pas grand-chose, la plupart des produits agricoles, par exemple, qui sont exportés vers la Chine, sont quasiment ou très peu taxés, par exemple, en termes de droits de douane, pour revenir au débat. Je pense que la Chine, en fait, a même supprimé tous les droits de douane supprimé, pour 53 pays africains. C'était voilà. pendant la dernière FOCAC. Exactement, c'est ça. Donc, en réalité, non. C'est-à-dire que la Chine a plutôt tendance d'ailleurs aussi, parce qu'elle a besoin de partenaires plus larges, parce que c'est de moins en moins stable du côté occidental, on va dire. Elle a plutôt intérêt à voir cette partie du monde se développer, parce que, ne serait-ce que pour une simple logique de marché, c'est-à-dire qu'elle aura beaucoup plus la capacité de vendre ses productions. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi elle viserait à câbler ou à pénaliser l'Afrique. Ce serait contre-productif pour elle. Donc le débat assez médiocre actuellement, n'est pas très honnête. Donc, c'est ce qu'on entend tous les jours. C'est pas encore entré. Je crois que la place de la Chine, les gens l'ont intégrée, mais se sont aussi placés dans le déni. Et on ne veut pas le reconnaître et on l'attaque de toutes parts. Il y a beaucoup trop de caricatures. Il y a toujours cette petite pique à la fin de chaque question. C'est OK, la Chine a fait quelque chose, mais à quel prix? Oui. Et enfin, à quel prix? L'Afrique et la Chine, c'est depuis 2001, 2002, réellement. C'est-à-dire que ça fait quoi? Même pas 25 ans. Et qu'est-ce qui a été réalisé depuis 25 ans? Énormément de choses. C'est-à-dire qu'entre des stades de foot, j'en compte même pas, des immeubles, il y en a eu plus de 36 000 entre 2000 et 2022 qui ont été construits. Il y a eu plus de 17 000 kilomètres d'autoroutes. Il y a des voies de chemin de fer pour plus de 7 000 kilomètres. Il y a des usines de transformation de l'eau. Il y a des barrages hydroélectriques. Tout ça, c'est en même pas 25 ans. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi, effectivement, la Chine représente un problème, serait un loup pour l'Afrique. Je ne vois pas. Quand on compare avec les partenariats précédents, le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on regarde en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, par exemple, l'état dans lequel se trouvent beaucoup de pays aujourd'hui, leurs partenaires
historiques devraient se poser des questions pour se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ces pays-là se retrouvent dans ces situations aujourd'hui? Là, on a le Sahel qui est quasiment en train de disparaître, hein, entre le changement climatique, la pauvreté, les terroristes. C'est une vraie catastrophe. On en parle très peu. Et malgré tout ça, l'Afrique encore fait l'objet d'un pays, d'un continent enfant où on lui dicterait tout, et elle n'aurait pas droit au chapitre, elle n'aurait pas la parole, ce qui est complètement faux. La Chine, il y a 2 semaines, a été confrontée de nouveau à la violence de certains pays en Afrique de l'Ouest concernant les contrats sur les mines par rapport aux salariés, etc. Parce que certains estimaient qu'il fallait remplacer les salariés chinois par les locaux, sans bien sûr tenir compte du fait de est-ce qu'ils sont compétents ou pas, parce que c'est quand même des secteurs aussi qui demandent un niveau de compétence élevé. Les matières premières, il faut savoir les exploiter. C'est quelque chose comme ça. Il y a d'autres qui utilisent la brutalité pour augmenter les revenus des produits extraits. Et la Chine ne s'est pas opposée, elle s'est pliée à toutes les demandes, toutes les décisions qui ont été prises par ces pays. Militairement, ce n'est pas des pays qui font peur à la Chine, mais la Chine s'est pliée à ça parce qu'elle respecte les lois des pays. Et je ne vois pas, moi, en quoi la Chine se comporterait en maître en Afrique. C'est complètement faux. Aujourd'hui, nous vivons dans une période d'instabilité, incertitude géopolitique. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de briser peut-être entre les pouvoirs occidentaux, notamment de part des États-Unis, et puis on voit un peu en Chine qui a un développement économique qui stagne, qui a ses propres problèmes intérieurs, mais qui ressemble à une puissance de plus en plus fiable ou au moins stable pour beaucoup de partenaires dans le monde. Quand on parle du Sud global, est-ce que vous voyez cette coopération sino-africaine dedans? La coopération sino-africaine, je ne la mets pas dedans pour l'instant, parce que le niveau des enjeux actuels se joue encore entre des pays assez puissants. Donc, les pays africains n'ont pas encore la capacité de pouvoir occuper une place importante là-dedans. C'est-à-dire que les enjeux restent très importants. Ça s'évalue en des milliards de dollars. Ça s'évalue en réseau diplomatique. Ça s'évalue en masse de marché, etc. Non. Pour l'instant, non. Et la Chine, justement, a tout intérêt à permettre à ce que les autres pays puissent être assez développés pour pouvoir effectivement faire basculer le rapport de force qu'il y a aujourd'hui, le choc qu'il y a aujourd'hui entre la Chine en particulier et le monde occidental, pour faire simple. La Chine, même quand on parle des BRICS, en réalité, les BRICS, c'est que la Chine. C'est-à-dire que les BRICS n'ont aucun sens s'il n'y a pas la Chine. Parce que qui d'autre il y a? C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, la Russie, le Brésil, ils ont à peine le PIB d'une région comme Shenzhen. Donc, en termes de production, de capacité industrielle, 70% de la capacité industrielle de la planète, c'est la Chine, elle seule. Donc, je trouve que le concept de BRICS aussi, intellectuellement, est une escroquerie. Parce qu'en réalité, ça n'aura aucun sens s'il y a un seul pays qui se retire de ça. La Chine a été à l'origine depuis les années 2000, de 70% de la réduction de la pauvreté dans le monde. Et depuis les années 2000 aussi, la Chine a été à l'origine de 70% de l'industrialisation dans le monde. Donc, elle est aujourd'hui dans une situation où le nombre d'usines n'augmente pas parce que elle est en train de transformer son modèle, c'est les robots qui ont pris la place. Là, il y a maintenant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Avec les systèmes dont elle dispose, elle a la capacité de pouvoir appliquer le modèle de l'intelligence artificielle dans ses usines. C'est-à-dire qu'il y a une avance qui est prise, et c'est pour ça que je parle du poids technologique. C'est-à-dire que les autres pays qu'on considère comme étant les BRICS n'ont pas les moyens
pour répondre à de tels enjeux. Ni les autres compétiteurs d'ailleurs, hein, États-Unis, Europe, etc. Donc tout l'enjeu entre la Chine et l'Afrique, c'est de permettre à l'Afrique de monter, premièrement. La Chine gère très bien sa place dans le monde, hein. Elle n'a besoin de personne. Quand elle prend ses décisions, elle les prend sans aucune pression parce qu'elle a les moyens. Pendant le conflit sur les tarifs, elle n'a pas eu besoin d'un secours d'un pays tiers, hein. Elle a assumé ses décisions, elle est restée ferme sur ses choix. Maintenant, elle est en surcapacité industrielle parce qu'elle continue à produire énormément. Les exportations ont ralenti depuis le Covid. Elle n'a pas encore rattrapé ce retard parce qu'il y a à peu près entre 500 et 700 milliards, hein, de marchandises encore dans les ports, dans les ports chinois. Mais effectivement, elle n'a pas besoin ni des BRICS ni de l'Afrique. Par contre, elle pourrait être utile aux deux. C'est-à-dire que en permettant à ces régions de rattraper leur retard facilement, et rapidement surtout, comme elle a fait. L'autre point de l'Afrique, de l'Asie, c'est que, et particulier de la Chine, c'est ça c'est historique, hein, c'est la vitesse avec laquelle le changement a été opéré. Moi, c'est la première fois que j'étais en Chine, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis toujours ami et qui m'avoue souvent qu'il ne réalise toujours pas quel changements ont pu être opérés en Chine, parce que c'est allé trop vite. Et donc il y a ça. Et pourquoi ça a été aussi vite? C'est parce qu'il y a des mécanismes de gouvernance, et il y a une organisation de la société propre à la Chine qui fait que les choses vont plus vite, sont plus efficaces, etc. Moi, je suis beaucoup de youtubeurs chinois et de tiktokeuses. Et ils sont très jeunes. Et ils expliquent très bien comment on conçoit le fait d'industrialiser un produit, on identifie ce qui marche, on voit comment on peut le démultiplier, comment on peut adapter son prix au marché, etc. C'est comme ça qu'il faut procéder. Il n'y a pas il n'y a pas de miracle, hein, pour développer l'Afrique. Il faut juste utiliser ce qui a marché. Et en ce sens, la Chine serait un modèle pour l'Afrique, tout simplement en imitant ce qui a été fait. Merci beaucoup, Serge-Éric Meigniez, d'être venu aujourd'hui. Merci. Vous êtes, donc, je rappelle, fondateur de Grassfield Ventures et consultant et essayiste. C'est bien ça. Super. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. À très bientôt et au revoir.